le Japon est le pays de la céramique. C'est un peu la Mecque de la céramique. C'est un pays où la céramique est à la fois une question du quotidien, une question liée à la culture, à la philosophie, à l'esthétique. C'est complètement intégré. La poterie Jomon, la cérémonie du thé, les arts, la découverte par la France des arts du Japon à la fin du XIXe siècle, l'arrivée du raku en France et une petite introduction aux avant-gardes japonaises qui permettra ensuite à notre ami, à notre artiste, de s'exprimer sur lui, sa place là-dedans. Alors ça va prendre 10-15 minutes, hein. Donc nous en avons parlé avant. Il m'a autorisé à prendre un peu ce temps pour que vous ayez cette introduction. Alors d'abord, Jomon, c'est quoi la poterie Jomon? C'est que peut-être c'est le premier pays qui a inventé la céramique, à moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a quelques autres prétendants, hein, au Proche-Orient, en Afrique, mais les Jomon, l'ère Jomon tire son nom de la poterie de la même époque, qui est une poterie à la corde, qui est un contenant, mais est un contenant extrêmement décoré. Donc dès cette époque, les Japonais utilisent des contenants auxquels ils donnent une personnalité particulière, donc pour des cérémonies un peu peut-être rituelles, etc. Et donc on est déjà à une transition entre le contenant et la sculpture. En tout cas, c'est très important, la poterie Jomon, puisque ça se déroule sur 10 000 ans, hein, jusqu'à quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, et le Japon est un des pays, il faut retenir que le Japon est un des pays, peut-être le pays qui est le premier à inventer la céramique, et une céramique décorée. Alors après, je ne vais pas vous embêter sur les siècles qui suivent, mais il y a un nouvel élément qui est extrêmement important au XVIe siècle, qui est la codification de la cérémonie du thé. Alors ça, vous en avez sûrement entendu parler par ailleurs. Ce qui nous intéresse pour nous, c'est que la cérémonie du thé, c'est un art total. Et là, on commence à voir apparaître l'idée que pour le Japon, il n'y a pas de fracture entre les beaux-arts et les arts décoratifs. C'est un art total, c'est une philosophie, c'est un art social, c'est un art esthétique, hein, et que les objets de la cérémonie du thé deviennent des objets d'art. Donc la théière, le bol et un certain nombre d'autres objets utilisés pendant la cérémonie du thé. Et il est accordé aux potiers qui travaillent pour la cérémonie du thé des titres, ils deviennent des dynasties, hein, qui sont accrédités pour produire ces objets pour la cérémonie du thé. Or, ces objets, ils répondent à une philosophie, qui est une philosophie de la simplicité, hein, qui est une philosophie du temps. Et il y a on va insister sur l'opposition avec la porcelaine chinoise, par exemple, qui est faite de perfection, hein, qui presque élimine la matière grâce à l'émail, et au contraire, dans les bols à thé, on va souligner le travail du potier, on va admettre les imperfections, on va admettre tous les éléments qui vont rapprocher de la nature, qui vont donner des contacts avec le temps. Alors c'est très important la cérémonie du thé, parce que ça a beaucoup influencé les céramistes français, les céramistes européens, et jusqu'à aujourd'hui, je pense que si vous allez dans un certain nombre d'endroits où on pratique, pas loin d'ici, hein, à Géroussens, où il y a eu une exposition, encore il n'y a pas si longtemps, sur la cérémonie du thé, c'est un axe de révélation, de compréhension de l'utilisation d'un objet utilitaire, ou d'objets utilitaires, le bol, la théière, qui deviennent des objets culturels, des objets de référence, et les céramistes accrédités pour la cérémonie du thé sont désignés au Japon, trésors nationaux vivants, ils ont des musées qui leur sont consacrés, et le marché reconnaît à leurs œuvres des valeurs qui sont équivalentes à celles que nous donnons à nos grands artistes de la peinture ou de la sculpture. Donc là, c'est très important de retenir ça. Troisièmement, le Japon était un pays fermé. Et puis au XIXe siècle, il décide de s'ouvrir, on appelle ça l'ère Meiji, et l'Europe, l'Angleterre, mais aussi la France, est très curieuse des civilisations, c'est aussi l'époque de colonisation, il faut dire,
des cultures différentes, des civilisations différentes, et donc c'est l'époque des grandes expositions universelles. Il y a 2 expositions universelles qui se tiennent à Paris, en 67 et en 78, et il y a des stands qui sont pris par le Japon, et là, c'est la révélation des arts japonais, alors pas seulement de la céramique, mais aussi des estampes, hein, les peintres, Claude Monet collectionne les estampes japonaises, les frères Goncourt se mettent à collectionner les objets japonais, Clémenceau a des grandes collections d'objets japonais, et donc il y a à ce moment-là tout d'un coup on découvre ça. D'abord on découvre le fait qu'il y a une intégration des arts, et puis on découvre qu'il y a une façon de traiter la matière qui est spécifique à ce pays. Et notamment, c'est plutôt des grès qu'on découvre à ce moment-là. Il y a des grands collectionneurs de grès japonais. Il y en a d'ailleurs une très belle collection au musée des Beaux-Arts de Genève, de Lyon, pardon, à Genève aussi, mais au musée des Beaux-Arts de Lyon. Et ça donne, ça correspond à l'apparition en France de ce qu'on appelle des céramistes d'atelier, des potiers d'atelier qui sont en rupture avec les manufactures qu'on connaissait depuis 2 ou 3 siècles, les manufactures de porcelaine, de faïence, etc. Il y a une réaction à l'industrialisation et il y a un certain nombre de céramistes qui s'installent dans leur atelier et qui vont travailler comme des artisans, mais aussi des artisans à la frontière des artisans et des artistes, qui vont faire tout eux-mêmes, quoi, tout seuls, qui vont redécouvrir des émaux, comme Chapelet redécouvre le sang de bœuf. Et puis il y a un artiste qui est très révélateur de cette période, qui est Cariès, qui travaille le grès, qui est sculpteur, et qui s'en va à Saint-Amand-en-Puisaye travailler avec des potiers le grès, et qui va réaliser des chefs-d'œuvre qui sont dans les grands musées aujourd'hui. Ça correspond à l'art nouveau, et c'est très proche du travail du grès traditionnel japonais qui est révélé à ce moment-là en Europe. 4e épisode, qui me semble une lecture importante, c'est le raku, parce que vous avez tous entendu parler du raku, et peut-être que pour vous, céramique c'est synonyme de raku, alors on va vous demander de l'oublier très vite, cette idée, mais il se passe que dans les années 70, et c'est un autre itinéraire, c'est pas le même itinéraire que celui de la fin du 19e siècle, les céramistes européens et américains découvrent le raku. Alors, quelques mots, et j'en profite pour donner quelques mots sur les techniques. Hein. Donc il y a 2 techniques de cuisson à haute température, en 1300 degrés environ. Le grès, vous connaissez des objets en grès, hein, c'est assez... Souvent c'est utilitaire, populaire, etc. Sauf que justement, les Japonais en ont fait des objets recherchés. Et puis la porcelaine, et on en parlera tout à l'heure, et Yoshikawa Masayoshi sera mieux placé que moi pour parler de la porcelaine, donc qui n'a été inventée, nous sommes très tardifs, hein, nous n'avons découvert les secrets de la porcelaine en Europe qu'à la fin du XVIIIe siècle, à Sèvres, hein, et voilà, c'est toute l'histoire qui a été racontée par d'ailleurs un conteur aveyronnais qui s'appelle Jean-Paul Desprats, je vous recommande de lire ses livres sur la découverte de la porcelaine. Donc voilà, et puis il y a la faïence, qui est un travail à basse température, et puis évidemment ensuite la terre vernissée, la poterie. On pourrait, si vous le souhaitez, au cours des questions, donner plus de détails. Tout d'un coup, on découvre le raku. Le raku qui est une technique rapide. En tout cas, c'est comme ça que les Européens et les Californiens vont l'interpréter. Une technique de cuisson dans laquelle on refroidit brutalement l'objet. Et ça correspond à la Beat Generation, à la découverte finalement des arts de l'Extrême-Orient. Les Californiens s'en entichent. Elle arrive d'ailleurs en France grâce à la visite d'un céramiste californien qui s'appelle Solner. Et puis il y a une autre voie par l'Angleterre et par le livre de Bernard Leach, le livre du potier. Donc il y a toute une génération, dont certains sont peut-être là, qui pendant une trentaine d'années vont, notamment en France, donner de la gloire, de travailler avec beaucoup de recherche le raku. Sauf qu'il y a ensuite le raku tombe dans la médiocrité,
c'est Raku des marchés de potiers, je m'excuse de le dire, et avec ce qu'on reconnaît souvent très facilement, les craquelures, l'enfumage et le lustre. Et ça, c'est pas du tout ce que fait Yoshikawa Masemichi. C'est pas du tout ce que vous allez voir et ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais je tenais quand même à mentionner cette étape parce qu'elle permet de revisiter la céramique japonaise, elle permet de revisiter la cérémonie du thé, et tous les bols ne sont pas de la cérémonie du thé, il y en a en grès, hein, il y en a en porcelaine. Mais ça a pris une place dans l'imaginaire du monde de la poterie en Europe qui me paraît excessive, même si, il faut le dire, pour nos amis céramistes, il y a des très grands céramistes français qui ont des très belles réussites dans un travail du raku, mais c'est un travail du raku recherché, travaillé et très élaboré. Enfin, dernier point de mon introduction, c'est la question des avant-gardes japonaises. Alors c'est important, puis ça va faire un lien, notamment pour les amis du musée Soulages. Évidemment, l'après-guerre est une révolution hein, dans tous les domaines, et la reconstruction du Japon, un changement culturel énorme, considérable, et il y a des mouvements nouveaux japonais qui rompent avec la tradition. Donc la tradition, c'est de faire toujours, de répéter en nuançant un peu à chaque génération les caractéristiques, et puis mais de respecter un certain nombre de codes traditionnels. Alors, il y a des mouvements nouveaux à partir des années 48-50 et qui émergent, qui vont être très influencés par l'art occidental ou l'art européen ou américain, et notamment californien, et qui vont rompre avec les objets utilitaires et qui vont faire des sculptures. Voilà, ça c'est très important, et c'est contemporain de Guttaï. Et Guttaï, ça va être l'exposition de cet été au musée Soulages. C'est contemporain de Guttaï dans la peinture. Et je vous rappelle, Guttaï, c'est très important. Je pense que on n'est pas là, mais il le dira un jour, j'espère, prochainement beaucoup mieux que moi. Et c'est très important. Et un clin d'œil quand même, puisque ça a été révélé en Europe, et notamment en France, par Michel Tapier, critique d'art, dont vous avez sûrement les uns et les autres dans l'Aveyron entendu parler. Alors il y a cette première génération qui travaille des sculptures abstraites, on va dire, pour simplifier, et ce n'est que dans les années 80 qu'apparaissent au Japon un retour vers la porcelaine. Alors, la porcelaine japonaise que vous avez vu apparaître dans les marchés, c'était les imari, c'est-à-dire ces porcelaines, ces plats, ces assiettes, ces bols, ces tasses très décorées de rouge, de bleu, etc. Bon, ils étaient fabriqués en grande partie pour l'exportation. Ils ont inondé les marchés dans les années à la fin de la guerre et à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc voilà, vous en avez peut-être chez vous. Vous avez peut-être de très belles collections d'imari. Il y en a de très belles dans les musées. Mais ce n'est pas non plus de ça dont on va parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un retour, un intérêt des céramistes japonais pour la porcelaine comme une matière précieuse, comme une matière qui va exprimer autre chose. Et là, c'est là où je vais m'arrêter. Parce que c'est lui qui va l'exprimer. Et moi, si ça vous convient, je voulais vous donner ces points essentiels de l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a eu une très grosse influence sur la céramique européenne, et il y a eu à travers ça, ça a décloisonné des choses, si vous voulez. Nous sommes nos structures mentales classent beaucoup, on était marqués par, au fond, une poterie qui est une poterie populaire, et puis les beaux-arts, qui sont seuls admis dans les musées des beaux-arts, et dans les circuits de marché des beaux-arts, et dans les... Voilà. Et puis là, on voit apparaître des acteurs pour lesquels ces objets de la céramique sont des objets d'art, et il n'y a plus cette fracture entre ces différentes familles. C'est très difficile pour nous à comprendre, parce que notre mental est structuré,
et on n'arrive pas à échapper à cette structuration et à cette classification. Alors il faut que vous essayiez de vous laver un peu le cerveau si vous voulez comprendre ce que Yoshikawa Masamichi va vous expliquer maintenant. Il fallait qu'on ait cette transition. Alors j'ai préparé, si vous le voulez bien, nous avons un interprète. Je sais pas, est-ce que tu veux qu'on échange de place? C'est plus simple pour toi si Yoshikawa Masamichi se met à ma place pour les traductions? Pareil, non, c'est bon. C'est bon? Je vais m'avancer un petit peu, excusez-moi. Mais je suis comme ça, j'aime bien me montrer. Pour que tous les deux vous puissiez me voir aussi. Voilà. Ça sera plus simple. Donc voilà, nous entrons dans les questions. Donc, pour structurer notre échange, j'ai préparé quelques questions, il les connaît, mais il les a regardées très vite, il m'a dit qu'il les avait déjà oubliées et qu'il préférait les découvrir. Alors, la première question, c'est la vocation. Pourquoi il s'est orienté vers la céramique, sachant que Yoshikawa Masamichi n'appartient pas à une dynastie de potiers. Il y a des dynasties. Raku, c'est pour nous une technique, mais c'est au Japon une dynastie, et on est à la 14e génération. Masamichi n'appartient pas à une dynastie. Donc c'est intéressant qu'il nous dise, qu'il essaye de nous dire pourquoi il s'est intéressé et orienté vers la céramique. でその時はデザイナーになりたいということで職人の現場を歩くということが独立した時から30の時からですかその辺から時期を意識し始めて Alors, il se trouve que je suis natif d'un département, on dit souvent préfecture, juste à côté de Tokyo. Et en fait, il est arrivé dans ma vie, j'ai bougé, j'ai changé de lieu pour arriver dans cette ville de Tokoname, qui est très célèbre dans la céramique japonaise traditionnelle. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a ce qu'on appelle les 6 anciens fours, qui sont les grandes régions producteurs et les fours et les styles de production et de céramique. Et Tokoname en fait partie. Et donc, il me disait, je ne sais pas exactement à quoi on peut comparer cela en France. Il dit, c'est pas tout à fait Valoris non plus. C'est peut-être ici. Par contre, la borne peut-être, voilà, en France. Mais par contre, il y a... Comment ça s'appelle? Star Contrent, vous connaissez? En Angleterre? Ah, Stock Contrent, voilà. C'est un centre industriel. D'accord. Wedgwood, Doulton. Voilà. Et il me dit, on peut faire la comparaison dans le sens où même les paysages un petit peu. Tout à fait. Avec Tokoname, voilà, ça ressemble beaucoup. Voilà. Donc pour les connaisseurs, donc excusez-moi, Nigel, vous avez dit pour que les personnes retiennent bien le nom, c'est. En Angleterre? Oui. Stoke-on-Trent. 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 Oui, voilà. C'est les porteries, littéralement. Voilà. Et c'est après simplement 3, 4 à 5 ans que j'ai pris conscience de l'existence de la porcelaine. Parce que Tokoname, c'est traditionnellement le travail de la terre, du grès. Mais c'est au bout de 4-5 ans que pour la première fois, je me suis légèrement tourné ou intéressé ou pris conscience de la porcelaine. Il peut peut-être répondre sans que je pose des questions. Si je parle fort, vous m'entendez? Oui. Bon, alors on va essayer de ne pas faire des allers-retours de micro, ça sera plus simple. Oui. Tant pis si j'ai plus de voix à la fin. Et donc, alors, pour vous dire aussi quelque chose du fond, un petit peu de la raison de ce que je pense, c'est que à Tokoname, j'y ai trouvé beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne m'ont pas tout à fait plu dans l'environnement général. Je n'y trouvais pas vraiment ma place, ou je ne trouvais pas ce que j'étais dans ce travail, qui était celui de Tokoname. Et donc, quelque part, la porcelaine a pour moi été une espèce de voie de roue de secours, si je puis dire, dans ma vie. Je n'aimais pas la vie que j'avais à ce moment-là, et la porcelaine a été vraiment une roue de secours, une voie de secours, une roue de secours pour moi. ですからそういうことの延長で分かりやすい僕の生活の説明でしょうか。 Alors, pour résumer en quelques mots simplement ce qu'était ma vie à ce moment-là,
c'était que j'étais à Tokoname, je n'aimais pas ce qu'il faisait, donc je me trouvais être le seul à Tokoname à me battre contre Tokoname. Voilà un petit peu le résumé de ma vie de ce moment-là. まあ一匹の蜂に例えて、そうそうそうそう蜂です。 Comme une petite abeille un peu perdue dans cette grande ruche. だから蜂はほら巣を作ったり、そういう時に土を取って自分の唾液と混ぜて巣を作りますよね。それも一つの桃源の表現だといえば表現ですから。Pour faire leur ruche, les abeilles utilisent aussi un petit peu de la terre qu'elles mélangent avec leur salive, etc. Et donc voilà, ceci aussi nous rapproche un petit peu, nous rapproche de la céramique, du travail de la terre. C'est pour ça cette comparaison avec la ruche. Mais d'où est venue l'idée de la porcelaine? Est-ce qu'elle est venue, c'est une rébellion, c'est un rebelle? J'ai compris que c'était un rebelle. Non, est-ce que c'est simplement une rébellion parce que à Tokoname on fait du vrai, donc il fallait se distinguer? Est-ce que c'est venu, j'ai lu quelque part qu'il admirait beaucoup la céramique Song, chinoise donc. Est-ce que c'est venu de l'ouverture internationale sur la Scandinavie par exemple, qui a influencé beaucoup le design à cette période-là? Est-ce qu'il peut nous dire d'où vient cette idée? 当時の方に風見浦のそのがヨーロッパとかアメリカとかあとスカンディナビアの影響されて avant d'aller à la céramique en fait. Donc il avait commencé, vous l'avez signalé, des études dans le design. Et c'est sûr que dans cet esprit un petit peu pas de rébellion, mais de ne pas trouver sa propre voie, il y avait aussi comme possibilité de vie de retourner vers Tokyo, et d'où il était, de la région de Tokyo, pour refaire du design. Et c'est vrai qu'il y avait une forte influence à ce moment-là, notamment du design scandinave, entre autres. Mais les propositions qui lui avaient été éventuellement faites ne le satisfaisaient pas non plus. Et c'est à ce moment-là que, là, il a à peu près 26-27 ans, il prend conscience que, vraisemblablement, ce n'est pas au bout de 2 ou 3 ans que l'on manipule la Terre, que l'on peut dire que l'on la domine ou qu'on a trouvé sa voie encore. C'est beaucoup trop tôt. Et finalement, la raison, donc pour répondre directement à ta question, Bernard, la rencontre avec la porcelaine dans ce pays, dans cette ville qui principalement ne fait que du grès, est venue d'une rencontre avec un objet en particulier qui était un mélange en même temps historique dans la région de Tokoname, mais avec une influence chinoise. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est avec cette présence de porcelaine, et c'est là qu'il s'est dit pourquoi ne pas aller essayer de trouver ma voie avec cette matière. Voilà ce qu'il a un petit peu lancé là-dedans. Et alors, Masamichi, à cette époque-là, ce que vous faites est destiné, à qui est-il destiné? À quel usage est-il destiné? Bien sûr, on le connaît aujourd'hui par les architectures. Il n'a pas commencé avec les architectures. Donc, il choisit un matériau différent, mais est-ce que les objets qu'il fabrique restent des objets de la cérémonie du thé, par exemple? Est-ce qu'il reste des objets pour la cérémonie du thé? Est-ce qu'il reste des objets utilitaires? Il n'y a pas que des bols ou des théières, il y a aussi des vases. Et qu'est-ce qu'il a en tête sur le type d'objet qu'il fabrique avant? Moi j'aimerais qu'on parle après des architectures, mais avant les architectures. 現在ですね、展示されているものを見ると、メインはですね、フランス語でアーキテクチュール、建築物というか、オブジェがメインとなっています。Alors, la première démarche en effet a été de fabriquer ce qu'on pourrait dire des objets utilitaires que le grand public pourrait utiliser. Vous parliez de bols, d'assiettes, de vases, de choses comme ça. Ce n'est que après peut-être une dizaine d'années que par un besoin de m'échapper. Alors, tout ce que j'ai fabriqué à ce moment-là, il y avait une forte influence aussi, comme on était dans la céramique, de la tradition chinoise ou coréenne. Et c'est pendant une dizaine d'années à peu près, j'ai cherché
c'est aussi une période très intéressante parce que je découvrais de plus en plus la matière, je découvrais de plus en plus de choses et les influences traditionnelles, j'apprenais la tradition, etc. Mais il est forcément arrivé un moment, donc à peu près une dizaine d'années plus tard, où j'ai voulu me libérer un petit peu de tout cela, où j'ai voulu exprimer ma propre personnalité peut-être, ma propre originalité. Et c'est à partir de là que mon travail a été orienté différemment. Masamichi, d'où viennent ces idées de l'architecture? Voilà. Hein, donc, est-ce que c'est des paysages? Est-ce que c'est avec des jardins miniatures? Et les jardins miniatures étant quelque chose qu'on a connu dans d'autres périodes de la tradition céramique. Est-ce que c'est des maisons traditionnelles japonaises? Est-ce que c'est le fruit de votre imagination? Est-ce que c'est tout ça à la fois? 今その建築物っていうかトラディショナルな家ですとかまたはalors c'est vrai que c'est un petit peu l'ensemble de tout cela mais il y a une chose importante, un critère important, c'est que l'inspiration je l'attire beaucoup des rencontres que je fais à travers mes voyages, à travers les voyages à l'intérieur du Japon, à travers les voyages à l'international. Et c'est vrai que si l'on prend des thèmes comme la maison, c'est vrai que c'est quelque chose quand même, une maison est quelque chose d'essentiel pour un être humain, d'avoir son gîte, son chez-soi, et quelque part c'est une recherche un petit peu aussi de la maison idéale à travers mes œuvres. Mais c'est vrai aussi que voilà, j'aime regarder les choses dans lesquelles je ressens beaucoup d'humanité. Et par exemple, dans les vieilles ruines, dans les grandes ruines que l'on découvre au fur et à mesure, je ressens beaucoup le lien avec l'homme. Enfin, c'est bien, voilà, ce sont des choses comme ça qui m'inspirent beaucoup dans la réalisation, dans la création de ces architectures. Est-ce qu'il y a dans ces aspects-là des éléments, disons, d'inspiration spirituelle? Vous êtes dans un monde qui est très différent du nôtre. Je crois savoir que vous avez une fidélité, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, des engagements, des pratiques shintoïstes, zen peut-être. Et donc c'est une dimension, lorsqu'on travaille avec les mains et avec la tête, c'est une dimension qui peut vous porter. Et je serais intéressé, nous serions, je crois, intéressés de savoir s'il y a des composantes à ces références. Spirituel et religieux, quoi. Hein. Est-ce que c'est des petits temples, je vais dire, ou des petits tabernacles, ou est-ce qu'il y a quelque chose de ce point de vue-là par rapport à ces pratiques shintoïstes? Il y a une certaine dimension donc spirituelle ou religieuse. Je parlais du shintoïsme, du bouddhisme, donc du zen, etc. Et non seulement il y en a, mais c'est quelque chose à laquelle je suis de plus en plus sensible ces temps-ci. Mais d'autre part, c'est, je crois, quelque chose qui habite tous les céramiques japonais, de toute manière. D'accord ? Mais à tel point que lorsque Nigel est venu, il y a un mois à peu près, à peu près, pendant un temps très court, malheureusement, et en plus un temps consacré à la préparation de ce magnifique événement aujourd'hui, j'ai quand même tenu à lui montrer au moins une chose qui était le sanctuaire de Issei. Tout à fait. Voilà. Pour vous dire comment il y a cette dimension forcément qui est dans mon travail, à laquelle je pense de plus en plus, et c'est quelque chose de très important. Merci, je suis très content de cette réponse parce que je pense les grands artistes sont portés par autre chose, une dimension supplémentaire. Mais on... Voilà. Très bien. On avait compris. Alors justement, c'est bien. 一つちょっといいですか。Je peux dire une chose? 例えばこのエリアで風景を見てて、ちょっと古そうなね、今から2、3世紀前にできたであろう形だとか、目につく建物がありますよね。それ分析してますね。光とこの地形と空気と
そういう水も見てますし、だからそういうことで形っていうのはできてくるっていうことは突き止めてるんですよ。Alors, je vais vous traduire ce qu'il va dire, mais ça me permet de m'apercevoir moi-même que j'ai escamoté une partie de l'intervention précédente. Vous allez bien m'excuser, je me rattrape maintenant. Et il disait que lorsqu'il a montré donc, le temple, le sanctuaire ici à Nigel, il dit j'ai beaucoup observé aussi en même temps sa façon de voir les choses, ses réactions, comment il m'en parlait, et c'est quelque chose qui est pour moi aussi une source d'inspiration. Et en même temps, je tiens à dire, disait-il, que ça m'a permis de comprendre que Nigel non seulement aime, mais comprend beaucoup de choses du Japon. Et je rajoute donc maintenant sa deuxième intervention, qui est de dire, voilà, quand je regarde par exemple un paysage comme celui-ci, quand je viens ici et que je vois ce paysage, je vois beaucoup de choses, entre l'inclinaison des vallons, il y a des bâtisses qui sont là, des édifices qui manifestement ont 200, 300 ans, voire plus. Je regarde cela, je vois l'eau, qui est aussi quelque chose d'important. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont des sources d'inspiration pour fabriquer des choses avec forme, qui ont une forme, pour moi. Merci, ça nous fait une belle transition avec la forme, Voilà. justement. じゃあちょうどね、その形あるものといいつながりになりますので、次の質問は Est-ce qu'on a le droit de parler technique un peu? ちょっとだけ技術的な部分、テクニックについてお話ししていいですか？技術的な部分。はい。 Bon, alors la première question, c'est quel problème pose l'élaboration de ces architectures? Parce qu'elles sont techniquement, déjà je crois que tout le monde doit en être conscient, extrêmement sophistiquées. C'est pas un tournage. Bon, le bol, il est tourné ou il est modelé comme ça, en morceaux, pouf. Et puis, c'est pas si simple, mais il y a des gens qui vont me tuer là. Ils vont m'envoyer des tomates. Bon, mais bon, non, là c'est très sophistiqué, puisqu'il y a des éléments, il y a des plaques, il y a peut-être des éléments moulés, il y a peut-être des éléments modelés. Est-ce qu'il pourrait nous en dire un peu plus? Après, je voulais qu'on parle de l'émail, mais nous en dire un peu plus sur les... Moi, je pose la question par les problèmes. Quels problèmes pose la construction de ces architectures? 釉薬に関しては後から質問しますけども。ずっと掴んだで形になった時が De l'esprit de la technique. Pour moi, là, ces architectures sont réalisées en partant du principe que c'est une échappée, une libéralisation par rapport aux techniques. Et toutes les techniques que j'ai pu acquérir jusqu'à présent, c'est entre la mise en œuvre de toutes ces pratiques que j'ai pu apprendre au niveau purement technique et la mise en œuvre d'une espèce comment je fais, de tout ce que j'ai fait en me libérant de ces techniques qui aboutissent à ces architectures, à ce que je fais à mon travail. Et quelque part, pour moi, la technique, cette technique dont je parle, c'est lorsqu'un enfant saisit de la terre, elle serre dans ses mains et montre que cela donne quelque chose, quelque chose qui a une apparence. Déjà, la première technique commence là, dans la simplicité du geste. Oui, on est d'accord. Mais il n'empêche que ces architectures, elles sont la combinaison d'éléments en opposition, d'éléments lisses et minces, de limites qui sont quelquefois coupantes, avec des éléments sur lesquels il y a des traces de la main, des éléments qui peuvent être courbes, et des liens entre ces différents éléments qui sont, si on les regarde bien, extrêmement sophistiqués. Donc, je peux très bien admettre qu'il n'ait pas envie de nous en dire plus. Mais ce serait bien s'il nous en disait quand même un peu plus. 教養の悪さというか、sa réponse va te satisfaire, mais on va commencer. Dans ces pièces, il y a une autre chose qui est présente et que je peux reconnaître ou avouer, c'est que par rapport à, comment je pourrais dire, à un certain académisme ou à une certaine théorie de base qui est toujours régulière, il y a dans ces pièces quelque chose de... alors il emploie le mot de... Comment je pourrais dire ça, de mauvais, c'est-à-dire du mauvais garçon.
celui qui ne veut pas suivre. Le rebelle. Du rebelle, voilà. Ça, on en revient au rebelle, mais voilà. Mais c'était le mot comme ça, du mauvais garçon qu'il employait pour dire il y a dans ces pièces la combinaison aussi et comment je pourrais dire, apparaissent des choses qui ne sont pas normalement ce que l'on devrait faire, mais c'est ça qui m'intéresse, voilà. Il y a de la transgression. De la transgression. Et moi je pense que j'ai un message j'ai envie de vous passer à tous. Merci. Il faut que vous regardiez ces pièces, comme à toujours, elles sont très homogènes. C'est-à-dire la pièce est réussie dans son ensemble et elle a trouvé son équilibre. Là, je m'avance un peu de ma propre critique au fond. Mais j'ai envie de vous passer ce message. Mais elles sont homogènes et elles trouvent leur équilibre. Et elles sont à la limite, c'est pour ça qu'il y a de la transgression. Elles sont toujours à la limite justement de la transgression. Elles pourraient être ratées, quoi. Elles sont réussies, elles sont à la limite. Et c'est ça qui fait leur caractéristique. Je pose une autre question. Laisse-moi être transgressif aussi. Non, c'est vrai, à force, j'en oublie un petit peu le début. Excusez-moi, mais il y a... ごめんなさい、一番初めの部分でおっしゃってたのは、一番ごめんなさい、答えの初めがね、もう切れちゃった、糸が切れちゃって。やっていいことと悪いことっていうことが混合されたのが一つの作品という、いわゆる自分の中での。その時のドキュメントっていうことですよね。そうです。Non, mais en fait, c'est le mélange. D'abord, alors c'est pour moi la traduction non pas du côté rebelle, je dirais seulement, mais de mon émancipation par rapport à des règles établies. Et donc, par le fait qu'il y ait ce que l'on pourrait appeler des choses transgressives, et ce qu'il faut voir, c'est que là, ce qui me pose toujours, moi, la question que je me pose toujours, c'est de savoir quand j'ai terminé une œuvre, est-ce que moi-même, j'en suis satisfait ou pas, avec tout ce qui me caractérise, c'est-à-dire que je pense que chaque œuvre est en fait, alors il a employé le terme de document un petit peu, je pense que je peux le traduire par témoignage de mon état d'esprit du moment ou de ce que je crois à ce moment-là. Et donc, l'important pour lui est aussi de savoir est-ce que cette œuvre traduit bien ce que je suis ou ce que j'ai envie de faire ou ce que je veux être. Voilà. C'est ça qui est important. Merci. Je vais encore poser une question, et puis je vais prévenir la salle qu'elle se prépare pour leur passer la parole et pour que chacun puisse poser ses questions et que je puisse me reposer. Donc, j'ai deux questions en fait. Est-ce qu'il détruit beaucoup d'œuvres déjà réalisées? Bon, ça, Je réponds par oui ou par non. Ça s'agite. On prépare ces questions. On prépare ces questions. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'œuvres que je casse. C'est vrai. Mais il se trouve que, voilà, par exemple, il y a 4-5 ans, là, j'ai déménagé d'atelier. À ce moment-là, il y avait un gros déménagement. C'est parce que, en fait, je conserve beaucoup de choses. Il y a énormément de choses que je conserve, mais que je ne montre pas. Par exemple, ce que vous voyez ici, ce n'est qu'une infime partie de ce que j'estime être montrable. Mais ce que j'estime ne pas être montrable, c'est aussi quelque chose que je conserve. Et que c'est actuellement dans mon atelier. Et en fait, tout cela fait partie de mon histoire. Et donc, je travaille actuellement, tout en ayant sous les yeux tout ce qui a pu, tous les témoignages qui ont fait mon histoire. Et à ce titre-là aussi, il y a en soi un certain intérêt. Merci. Voilà. Encore une question. Est-ce que l'émail, c'est un céladon? C'est pour qu'on ne dise pas de bêtises après. Quoi. Oui. Nous, on connaît le céladon, on aime beaucoup le céladon. C'est un émail de la spiritualité, d'une certaine façon. Enfin, un émail qui dit beaucoup de choses au-delà de la matière, de la lumière. Et on aime beaucoup, ici, dans l'Aveyron, les relations de la matière et de la lumière. Donc, c'est un truc qu'on aime, nous. Des fois, c'est avec le noir, mais ça peut être aussi avec les mâles. Bon. C'est pas la peine de traduire cette allusion. Donc, je traduis. Donc, est-ce que le céladon, c'est un oxyde de fer, cuit en réduction. D'accord. Bon. Est-ce que techniquement c'est un céladon ou est-ce qu'il a
son petit secret. そんってtruc。で、先ほどちょっと釉薬は後で後回しにしますけどって言ったんですよね。その釉薬。そういう意味の言葉を使います。Alors, pour faire simplement, ce que je fais, Aïe. ce que je fais fait partie du célado. En japonais, alors je vais passer alors au japonais, même si vous ne comprenez pas, vous comprenez pourquoi je passe au japonais. En japonais, on utilise le caractère bleu, mais tout en sachant que ce bleu est parfois bleu, parfois vert. Ok, bien. Et le caractère de la porcelaine. D'accord? Donc on peut dire que c'est du céladon, sauf que ce que je fais, ce n'est pas ces deux caractères-là, c'est du bleu, blanc et le caractère. C'est-à-dire que on appelle en japonais donc le seiraku. Alors je n'ai pas trouvé honnêtement, j'ai un petit peu cherché parce que pour tout vous avouer, on a discuté un petit peu auparavant, et j'ai cherché, alors vous allez peut-être, vous les céramistes, m'aider, j'ai trouvé simplement en anglais la traduction de ce qu'on utilise, c'est-à-dire ce n'est pas de l'oxyde de fer, mais c'est ce qu'on appelle en anglais le métacélique acid iron. Alors, en français, ça serait du fer. Et alors, si on prend que la partie qui est, donc c'est pas oxyde de fer, mais si je remplace il faut remplacer le mot oxyde. Si on enlève le fer, le mot c'est de l'acide métacélique en français. Oui. Voilà, de fer. Ok. Voilà. Et c'est exactement, c'est-à-dire que, et en japonais on utilise, alors en chinois c'est, inchin. C'est un mot, on prononce inchin en chinois, ou en japonais, on parle chinois, les caractères sont, ça signifie que l'ombre bleue, l'ombre est bleue. En japonais c'est plutôt bleu, blanc, c'est-à-dire bleu très pâle. Et donc ça fait partie du céladon, mais ce n'est pas purement, ou ce n'est pas de l'oxyde de fer, en raison, comme tu l'as dit, pour ce que le céladon. C'est une sous-partie du céladon. Les dessins bleus, c'est du cobalt. Les bleus, non, c'est du cobalt. Voilà. Bien, voilà, je peux encore en poser d'autres si vous voulez. Mais chacun son tour, quoi. Et donc, je suppose que, enfin j'espère, que la salle, résidence, tous ces amateurs, les gens qui découvrent, n'ayez pas peur si c'est la première fois que vous voyez des céramistes ou des céramiques. Allez-y, on est là pour ça. Posez des questions. Une question? Oui. Vous avez posé une question par rapport au lien architecture. Moi j'ai une question par rapport au lien à la peinture, certaines pièces avec le cobalt. Est-ce qu'il peut commenter un peu pourquoi il a fait ces dessins? 先ほど言葉遣いですね、建築とのそういうその技術だとか魅力を何か焼き物の中でやれないか un と petit peu compliqué, mais il y a notamment un artiste japonais qui s'appelle Masuo Ikeda. Il me dit, mais Picasso aussi a eu ce genre de travail. Je pense que c'est de travail avec des pointes sèches, c'est-à-dire qui correspondent à griffer, en fait, un stock, un petit peu comme on prend une pièce de monnaie et qu'on rature, vous savez, les portières de voitures, etc., qu'on fait des... Voilà, dans cet esprit-là. Je traduis, non, ce n'est pas une interprétation, je traduis ce qu'il a dit. Voilà, c'est toujours côté rebelle. Bref, et ça a été le point de départ, voilà, de ce genre de... C'est l'inspiration que j'ai eue de ces personnes qui sont le point de départ de ces motifs, si je puis dire. D'autres questions? Oui. Madame? Alors, vous avez dit que vous avez déménagé, que vous étiez dans un nouvel atelier. Oui. Et j'aurais voulu savoir si vous travaillez seul, si vous avez des gens qui vous aident. Parce que, bon, j'ai vu des pièces assez monumentales pour les transporter, pour les mettre au four, pour les réémailler, etc. Est-ce qu'ils travaillent tous seuls? Ils sont là en permanence, mais il se trouve que j'entretiens des liens avec des gens qui sont de la génération suivante, donc plus jeunes, des jeunes qui n'ont pas encore pu franchir le pas et être indépendants eux-mêmes, et qui ont, tout en marchant sur leur route, ont besoin encore, voilà, ne sont pas encore complètement indépendants. Voilà. Et donc, il se trouve par exemple, là, pendant un mois, j'ai pu, donc quand j'ai besoin, en fait, je fais appel à eux aussi, et pour eux aussi, c'est un échange. Mais là, pendant un mois, par exemple, heureusement, j'ai pu me faire aider d'une personne
Et si je n'avais pas pu, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. だからフリーでそれぞれの立場はフリーなんですけど、常に自分が Comme il y a différents types de contrats, si je puis dire, entre le Japon, il y a des espèces de petits boulots temporaires qu'on appelle des arbeit. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais... C'est du compagnonnage ou pas? Non, pas du c'est tout. ça, Non. hein. C'est des petits boulots temporaires. Voilà. D'accord. Donc ça s'assimile à ça et en fait, il y a des systèmes d'emploi, de contrats qui sont adaptés à ça. Voilà. Donc ce qui voulait dire simplement, ces gens-là restent eux de leur côté complètement libres, c'est-à-dire en freelance, si je puis dire. Sauf que moi de mon côté, si je ne conserve pas et avec eux une espèce d'esprit de société, donc de groupement, de collectif, ça ne peut pas marcher. Après, c'est vrai que suivant les opérations, suivant ce que je fais, notamment quand j'ai fait tout ce que j'ai fait pour l'aéroport international de Nagoya, avec des choses tout à fait grandioses. Là, il y avait 5 quasi permanents, plus une dizaine de petits boulots. C'est vrai qu'on a été une quinzaine au moins pour travailler pour des projets beaucoup plus grandioses. Voilà. Sinon, on ne peut pas. Voilà. だから若い時に De la collaboration de différentes spécialités, etc. Ça m'a aidé aussi à ça. Et c'est vrai aussi que moi, quand je repense à l'époque où j'étais jeune, où j'étais souvent très seul, je sais que en même temps je me fais aider, en même temps j'apporte quelque chose à ces jeunes qui ne sont plus seuls. Voilà. Voilà. だからまあそういう土で仕事をするということはそういう可能性もいっぱいまだまだあると思いますし Je pense que ces projets architecturaux donc, et de grande envergure, alors il disait, il y a un côté où c'est aussi quelque part un bon, j'ose pas employer le mot bon filon, mais parce que voilà, il faut en vivre aussi. Donc quelque part il y a de ça. Mais ceci dit, au-delà de ça, c'est vrai que ça demande énormément d'investissement, d'efforts, de difficultés, que ça soit physiquement parlant, ou intellectuellement, psychologiquement parlant. Ça demande beaucoup de... Il y a beaucoup de poids à faire ça. Mais d'un autre côté, je l'ai fait, j'ai des choses qui sont accomplies, et donc je sais, et mon corps s'est habitué à la grande satisfaction que l'on ressent à l'accomplissement de cela. Donc c'est vrai que j'ai envie de... Et je pense pouvoir continuer aussi dans cette voie. Est-ce qu'il fait des dessins préparatoires? 物を作る前にやっぱり絵をまず描いてもちろんされるんですか？もちろんプロジェ Oui, クトだと la première réaction c'est de dire oui bien sûr, mais d'un autre côté c'est aussi oui bien sûr parce que ça rentre dans un processus professionnel, je dirais, où je ne suis pas seul, et il faut que j'arrive aussi à expliquer à d'autres et à convaincre d'autres de ce que je vais faire. Et donc pour cela il faut que je décide, que je mette de la couleur, etc. pour arriver à faire progressivement soit faire accepter ou soit simplement pour informer les gens de la progression du process qui va être engagé. Voilà. Avez-vous profité-en? Oui. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir quelle est l'importance de la céramique au Japon, la façon dont la céramique est perçue par les Japonais. Est-ce que c'est perçu, je dirais, comme un art majeur par rapport à d'autres pays que je qualifierais plus d'occidentaux, pour lesquels la céramique est plutôt encore, hélas, un art un peu mineur, moins connu du grand public. Il suffit de voir, malheureusement, assez rarement de très grandes expositions sur ce médium. Je sais que dans les pays asiatiques, et particulièrement au Japon, vous avez un statut d'artiste. Nous, ici, par exemple, en France, et même dans d'autres pays, La première réponse, c'était de dire au Japon, la céramique, c'est un petit peu les deux en fait. C'est en même temps un art majeur et mineur, dans le sens où les deux sont nécessaires. Il y a ce qu'on pourrait qualifier de mineur, plutôt, qui est un petit peu le travail dans l'ombre, le travail je dirais, de l'artisan, qui ne brille pas forcément. Et il y a la partie majeure, qui est plus dans la lumière. L'artiste va dans la lumière, mais donc et la manière de le concevoir, en fait,
On parlait tout à l'heure de séparation, comme ça, l'esprit gardien. C'est vrai qu'il y a plus un esprit d'intégration des deux dans la façon d'appréhender la céramique au Japon. Ça vous satisfait comme réponse? Un animal qui vit dans la nature, qui vit avec les cycles de la nature, les 4 saisons, et qui reçoit cela, et qui s'adapte à ces cycles. Nous aussi, je pense que nous avons nos cycles, et nos cycles où on est un petit peu en haut, j'allais dire. La santé est quelque chose qui ondule comme ça, entre le top et le bas. Et il y a ces moments où on est en relation directe avec la société, d'autres on est plus enfermé. On a des cycles comme ça. Et pour moi, en fait, en général, ces cycles correspondent à des espaces de 10 ans, une dizaine d'années. Et c'est pour ça que je vous ai fait tout à l'heure cette réponse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comprenne qui pourra. Travail de porcelaine, Au Japon. c'était une... Bah oui, au Japon, D'accord. puisque c'était une rupture. Il lui dit qu'il est un rebelle. Alors, au Japon et qu'il ou à fait- Tokoname? Ah bah, je vous laisse le choix. Ah ouais. Au Japon et à Tokoname. Bien. Ou à Tokoname d'abord et au Japon ensuite. Qui ont des maisons Et après le Grand Prix de la ville en 2012, c'était une espèce une couronnement valorienne, si on peut le dire. À partir du moment qu'il avait gagné son prix à Valoris en 72, c'est la galerie de Renard Wunderler à Munich qui a mis la main dessus, si on peut le dire, et qui tenait le monopole européen sur son art jusqu'à sa fermeture en 2012. Et c'était la Compagnie de l'Inde et de Chine qui a monté la première exposition en France, proprement dit, en 2012, très courageusement et à grands frais. Et maintenant, j'espère bien que c'est ici, dans l'Aveyron, que le pôle de l'art de Masamichi va être centré, si on peut le dire. Et ça, on ne sait pas que ça soit simple d'avoir de telles pièces sur les murs ou sur les socles. Dans son atelier, c'est vrai qu'il a des pièces qui n'exposent pas, mais il y a beaucoup de pièces qui n'arrivent pas du tout à sortir du four. Il casse en séchant, il casse dans le biscuit, il a des grosses déceptions avec l'émaillage. Ce que vous voyez ici, c'est la crème de la crème. Profitez bien. Il faut remercier. Oui, je pense que si cette exposition a lieu, c'est quand même que la Fondation Gore a monté une grande exposition. On était arrivé. A monté une grande exposition l'année dernière à Genève, Fondation Gore, qui est la fondation genevoise consacrée aux arts asiatiques, qui est à la fois notre musée Guimet, notre musée Cernucci, je ne sais pas encore, et tout ça grâce à Monique Crick, qui est là-bas. Et donc je crois que nous devons beaucoup de remerciements. Merci à vous tous. Avec un peu de chance, je pense que maintenant, on est tout près dans la galerie. D'abord, vous pouvez découvrir, mais aussi avec un... Juste un dernier petit mot, comme tu faisais très gentiment la comparaison Yoshikawa et Yoshizawa. Sache que tous les noms en japonais donc ont un sens puisqu'ils s'écrivent avec des idéogrammes. Yoshi, ça veut dire clair ou pur. Kawa, c'est la rivière. Et Sawa, le mien, c'est un tout petit ruisseau.